On va débuter par un petit tour de table pour se présenter ou se représenter rapidement et indiquer quelles épreuves on a passées au concours au niveau de l'écrit. Je te laisse commencer, Jeanne. Ok, donc bonjour, Jeanne Pierre, élève externe. Je suis diplômée de Sciences Po Paris et à l'écrit en option, j'avais pris économie. Bonjour, donc moi je suis Estelle, je suis élève interne et j'ai écrit en option à l'écrit études de cas. Bonjour, Alexandra, je suis élève interne et à l'écrit, j'avais pris l'option études de cas également. Donc Charlie Cérès-Levert, moi je suis issu du troisième concours et pour l'écrit, j'avais choisi la culture générale. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Marie-Delphine. Je suis diplômée d'un master en droit social et aux écrits, j'avais pris l'épreuve de droit public. Bonjour à tous, c'est Massuré. Donc moi je suis élève externe et aux écrits j'avais pris la culture générale que je vous présenterai tout à l'heure. Ok, merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi remercier toute l'équipe de la prépa concours de l'N3S par ses élèves, puisque vous avez autour de la table quelques participants, mais on a aussi d'autres camarades qui travaillent notamment pour réaliser le concours blanc, la communication et d'autres tâches autour de la préparation du concours. Donc je cite rapidement Martin, Diwan, Fanny, Victoire, Pauline, Marine, Nance et Pierre. Et un petit mot également pour le N3S et notamment le service com qui nous aide dans la logistique du webinaire. Voilà, donc comme je disais, les interactions se feront via le chat. Donc on essaiera de répondre à vos questions par ce biais-là. Rappel également, donc le premier webinaire que nous avions réalisé début mars est disponible sur la chaîne YouTube de la prépa EN3S. Donc on va remettre le lien dans le chat. C'est fait, merci beaucoup Pauline. Le concours blanc donc a eu lieu et les corrections, vous les avez pour certains déjà reçues et pour d'autres vous allez les recevoir prochainement. Donc on vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Là aussi on a mobilisé pas mal de nos collègues pour les corrections. Donc si vous n'avez pas encore reçu la vôtre, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que ça nous prend un peu de temps. J'annonce également qu'on aura un troisième webinaire qui se déroulera normalement le 2 juillet et qui sera focalisé sur les épreuves orales. Donc ça sera après les épreuves écrites. Aujourd'hui, on va se concentrer véritablement sur les épreuves écrites puisque c'est ce qui va vous occuper essentiellement dans les prochaines semaines et prochains mois sur la prépa. J'indique également on organisera des oraux blancs pour les personnes qui seront admissibles. Et je rappelle enfin la fiche ressources qui a été largement faite par notre collègue Nance. On le remercie encore, qui a eu un grand succès apparemment dans le nombre de téléchargements. Donc on va remettre également, si ce n'est pas déjà fait, le lien dans le chat. C'est déjà fait, merci. N'hésitez pas à vous y référer. Donc, on a mis là-dedans les références qui nous semblent les plus pertinentes pour préparer le concours, épreuve par épreuve, avec aussi des liens vers des podcasts, pas forcément que des ouvrages. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller le consulter. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Delphine qui va nous présenter l'épreuve de droit public. Donc, l'épreuve de droit public, donc elle est coefficient 5 et elle dure 5 heures. Concernant le programme, il est assez vaste puisque ça regroupe le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit des libertés fondamentales, le droit européen et le droit de la fonction publique. Donc, concernant le programme, vous pouvez le retrouver par le site EN3 de l'EN3S. Donc, vous avez un lien qui vous renverra à l'arrêté où sont listées toutes les notions qui doivent être maîtrisées le jour de l'épreuve. Donc, la quantité d'informations à retenir, elle est quand même assez importante. Donc, je vous conseille de bien vous faire un planning de révision étalé sur les mois qui vous restent. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que je vous conseille, c'est de revenir plusieurs fois sur les notions, puisque si vous avez révisé une notion en octobre, vous risquez un peu d'avoir
d'avoir besoin d'avoir quelques rappels. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte dans votre emploi du temps. Pour le droit administratif et le droit européen plus précisément, donc vous avez des décisions de jurisprudence à retenir. Donc ce que vous pouvez faire, qui m'a beaucoup aidé dans mes révisions, c'est de faire des flashcards. Donc vous mettez le nom de l'arrêt avec la date et derrière, moi ce que je faisais, c'est que je mettais le grand principe à retenir. Donc vous pouvez faire ça sur des feuilles papier, c'est ce que je faisais personnellement, puisque réécrire à la main, ça m'aidait beaucoup à retenir. Mais aussi, vous pouvez le faire sur des applications. Comme ça, bon, si vous êtes dans le train, vous pouvez par exemple vous en servir pendant les transports en commun, ça peut être utile. Et aussi, ce que j'avais fait pour retenir bien les notions et les grands principes, c'est ce que je faisais, c'est que je prenais l'arrêté de programme du concours et j'essayais de me remémorer quelques notions et aussi je me récitais le plan par notion pour voir si vous avez toujours des restes sur les différents points du programme. Aussi, ce qui peut vous aider à retenir les jurisprudences et vous faire des tableaux thématiques. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple sur le contrat administratif. Ce que je faisais, c'est que je prenais un tableau Excel, je listais toutes les grandes décisions de jurisprudence ou tous les articles du Code de la commande publique et je me mettais un résumé dedans. Donc ça, c'est très utile si vous avez une mémoire visuelle. Aussi, très important, c'est de suivre l'actualité juridique. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État ou bien encore de la CJUE ou de la CEDH, parce que c'est très important de vous tenir au courant des dernières décisions, même si vous avez des manuels qui sont en logique à jour. Aussi, vous pouvez aller voir les meilleures copies. Donc ça peut vous aider aussi à faire un cours ou de compléter vos manuels. Elles sont sur le site de l'EN3S, sur la page du concours. Alors, concernant le jour J, donc vous avez 5 heures, donc c'est quand même assez large. Globalement, vous avez le temps, donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Moi, après, ça dépend de chacune des personnes, mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé 2h30 au brouillon et j'avais passé 2 heures à écrire et je m'étais pris 30 minutes pour me relire. Donc ça, c'est vraiment très important pour les fautes d'orthographe ou bien ajuster la syntaxe. Concernant la méthodologie, je vous conseille d'opter pour un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Donc c'est quand même assez classique, mais c'est ce qui est le plus sécurisant, je trouve. Et concernant vos parties, dans l'idéal, il faut qu'elles soient équilibrées. Et concernant la méthodologie, donc pour l'introduction, c'est vraiment un élément très important puisque c'est ce que le correcteur va voir en premier, ça va lui donner une idée globale de votre copie. Donc il faut bien évidemment commencer par une amorce. Donc ça, vous pouvez vous inspirer de l'actualité ou une citation d'un professeur de droit public. Ensuite, il faut définir les termes du sujet, l'intérêt du sujet qui vous est proposé, faire la problématisation, donc qui vous sert en fait à déboucher sur votre problématique et faire une annonce de plan. Et également, c'est bien important de faire des chapeaux introductifs après chaque partie et de faire une conclusion. Et aussi, ce qui peut être apprécié, c'est de faire du droit comparé. Donc, ça, vous pouvez aussi le faire en suivant l'actualité. Ça peut vous rapporter des petits points, on va dire, un peu supplémentaires dans la copie. Et concernant les sujets, donc ils varient vraiment chaque année. Il y a certaines années où ils sont assez larges. Par exemple, c'était le cas pour le concours 2023, mais sur certaines années, ils peuvent être un peu plus restrictifs. Et là encore, vous pouvez vous entraîner en allant voir les meilleures copies sur le site de l'EN3X. Voilà. Ok, merci beaucoup. Parmi les choses qui peuvent s'appliquer à d'autres épreuves, j'ai noté l'intérêt d'avoir un timing en tête pour l'épreuve. Celui qu'a donné Marie-Delphine, c'est le sien. Après, vous pouvez évidemment l'adapter. Il y a des personnes qui rédigent plus ou moins vite. Donc, mais c'est important, je pense, d'avoir ce cadre-là en tête pour pas être pris de court le jour J. Et autre point, l'importance de l'introduction, ça c'est vrai, je pense, dans toutes les matières, puisqu'effectivement, il faut se mettre à la place du correcteur et il va avoir un paquet de copies à corriger. Et la première impression qu'il va avoir sur votre copie, ça peut être quand même assez déterminant sur l'état d'esprit dans lequel il va être pour la correction. Donc, vraiment accentuer votre attention sur ces points-là. Je vois une question, donc on va effectivement prendre les questions prioritairement là tout de suite sur le droit public.
Donc, pour le droit public, comment trouver de bonnes accroches? Alors, c'est une très bonne question. Pour le droit public, ça va dépendre du sujet que vous avez. Enfin, moi, je sais que pour cette année, c'était assez facile, vu que c'était un sujet sur la Ve République. J'avais repris une citation qui était dans mon manuel, donc dans mon hyper court. Donc, après, ce que vous en avez pas vous aurez pas forcément pour les accroches, il n'y a pas forcément de règles. Ça peut être de l'actualité, ça peut être une citation qu'a dit un auteur ou un personnage historique en droit public. Après, si vous n'en avez pas, c'est dans l'idéal, mais c'est pas très, très grave. Après, vous pouvez essayer de raccrocher à l'actualité, à votre propre culture générale. Mais bon, après, s'il y a une dernière décision de jurisprudence, vous pouvez la citer, c'est un élément marquant. Mais globalement, il ne faut pas vraiment se dire ça doit être une citation ou une jurisprudence. Enfin, vraiment, il faut vraiment prendre avec sa propre culture et essayer de trouver le jour J. Ouais. Alors après, sur les nombres de pages à faire, je dirais que c'est en fonction du sujet. Moi, personnellement, je sais que et de la taille aussi de l'écriture que vous avez, je sais que j'avais écrit, par exemple, moi, j'avais écrit une dizaine de pages, mais j'ai écrit très gros, donc c'est pas forcément très représentatif. Après, ça dépendra de vos connaissances le jour J. Je sais pas ce que vous en pensez vraiment, mais moi, je dirais à peu près 6-7 pages. Voilà. Après, sachant que ça dépend vraiment du sujet. Hein. Comment formulez-vous les problématiques? Donc, je vais reprendre la dernière question du chat. Comment formulez-vous les problématiques? Faut-il reprendre celle du sujet ou trop s'en éloigner? Merci encore. Alors, faut pas reprendre la problématique, le sujet texto, faut vraiment. Parce que le sujet que vous avez, il sera pas vraiment très, très problématique. Et oui, voilà, le sujet est brut. Et vous, il faut que vous arriviez à faire émerger un problème du sujet qui vous est donné. Voir l'enjeu du sujet, en fait. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que même si c'est une phrase qui est un peu à plat, forcément, derrière, il faut se demander pourquoi ils ont mis ce sujet-là en sujet et faire émerger ce qu'il y a derrière, la problématique. Enfin, voilà, si on pose cette question-là, c'est qu'il y a une raison et il faut la mettre en évidence pour montrer que vous avez compris pourquoi on pose cette question-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le droit public, merci Marie-Delphine. On va passer la parole à Jeanne sur les sciences économiques. Oui, donc sciences économiques, large sujet s'il en est, puisque donc c'est un sujet qui, comme le droit public, compte comme coef 5, donc c'est une des options disponibles, donc coefficient 5 heures, et un programme donc très très large, puisque ça va inclure donc la théorie économique, mais pas que, c'est-à-dire que ça va inclure aussi donc tout ce qui va toucher à l'actualité économique et les politiques économiques qui peuvent en découler. Voilà, donc c'est une matière très très large et la difficulté c'est c'est compliqué de trouver un manuel qui va couvrir exactement ce qui est réclamé en concours administratif, puisque donc souvent les différents aspects que je viens d'évoquer sont traités séparément dans les manuels. Donc c'est à vous de faire votre petite tambouille à base donc de manuels, mais aussi de rapports et évidemment d'un suivi très très accru de l'actualité économique. Je parle pas trop vite, ça va. Je pense que c'est bien. Super. Pour couvrir ce large sujet, donc le format c'est une dissertation. Donc pour reprendre un peu les propos de Marie-Delphine, je vais pas trop revenir sur la méthodologie en elle-même du jour J, sur la façon de faire votre dissertation, de la préparer, parce que ça vous est propre, mais la méthodologie de rédaction de la dissertation est toujours à peu près la même chose. Avec tout d'abord une introduction qui est vraiment très très importante. Je pense que j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce qu'en fait c'est là que le correcteur va voir si vous avez compris le sujet ou non. Donc en fait il faut pas hésiter à la soigner avec donc d'abord une accroche qui est en lien avec l'économie, que ce soit de la théorie ou de l'actualité, mais enfin restez vraiment dans le domaine de l'économie, ne pas hésiter à rester un peu sec et éviter de partir dans des métaphores ou des trucs qui pourraient s'en éloigner. Voilà, rester dans l'écho, que ce soit avec l'actu ou une théorie. Et ensuite, en fait, il va vous falloir creuser le sujet, c'est-à-dire qu'il va falloir en préalable, je vous conseille fortement de vous poser, comment dire, de lever toutes les questions qui tournent autour du sujet. Pourquoi est-ce qu'on me pose cette question? Quelles sont les récentes évolutions qui concernent ce sujet?
Est-ce qu'il y a des comparaisons internationales à faire? Quelles sont les théories qui pourraient être les plus pertinentes pour en fait éviter de faire un hors-sujet et montrer toutes les dimensions que touche ce sujet et aussi éviter d'en oublier. Et en fait, à partir de là, ça permet normalement de révéler des enjeux qu'il faut absolument montrer dans votre introduction pour pour montrer au correcteur que voilà, vous avez bien saisi le sujet et que vous n'oubliez aucune facette. À partir de là, vous pourrez poser donc une problématique sous la forme d'une question fermée. C'est mieux de répondre en oui ou en non généralement sur les problématiques parce que ça permet de montrer finalement un point de vue qui est assez nuancé. Et après, donc voilà, conclure par une annonce de plan qui va permettre de présenter votre raisonnement. Un truc que tu n'as pas mentionné, Marie-Delphine, mais que je trouve important de mentionner, c'est de dire que genre, souvent, le N3S, les plans en dissert, ils sont apparents. Oui. Donc avec grand 1, grand A, petit 1, petit 2 si ça vous branche. Donc dans votre raisonnement, il faudra vraiment montrer le grand 1, le grand 2 et ainsi de suite avec des titres. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est des titres qualifiants, c'est-à-dire des titres avec sujet, verbe, complément, car ça évite en fait de faire des sujets qui sont un peu, je sais pas moi. Imaginons que le sujet ce soit enjeu et problématique du chômage, et ben ça évite de faire une partie enjeu et une partie problématique, quoi. Ça permet de dire que voilà, vous avez raisonné sur le sujet et qu'il y a bien une réflexion qui se déroule derrière. En matière de plan type en éco, c'est un peu compliqué à définir, surtout pour la première partie, où en fait c'est un peu selon le sujet. Une grande tendance, c'est souvent de faire une première partie avec des faits stylisés et une deuxième partie en A et en B respectivement sur la théorie économique. D'autres vont pouvoir vous dire que voilà, l'important c'est d'abord la théorie, puis ensuite de définir les politiques économiques qui se font. L'important c'est pas de se coller à un plan type dans ce genre de cas, mais de réfléchir à voir si c'est cohérent avec le sujet posé, pour qu'en fait ça donne pas l'impression justement que ce soit un plan type, même si souvent on a tendance à y raccrocher, mais faire en sorte que voilà, ça déroule et que ça fasse vraiment un raisonnement de quelqu'un qui pourrait gérer des grands enjeux d'économie ou de protection sociale. Pour la deuxième partie, c'est un peu plus simple. Souvent, en fait, le grand A va relever les problématiques liées à un sujet et le grand B va raisonner avec des solutions, ce qui me ramène à la question des rapports, car en effet, pour ce genre de matière, et ça rejoint un peu ce qui sera sûrement dit en protection sociale, c'est une matière qui va devoir lier des rapports. En fait, l'actualité économique se suit beaucoup avec des rapports, que ce soit de l'OFCE, du Conseil d'analyse économique. Enfin, je vous renvoie à la fiche ressources pour ça. Mais de nombreux rapports sont faits sur des grands enjeux économiques et c'est bon d'en avoir une banque avec les grandes idées pour pouvoir avoir des idées de politique économique à suggérer en fin de dissertation. Le mieux étant évidemment de ne pas les dérouler en mode liste à l'après-vert, mais d'en faire un peu une sorte de plan cohérent en disant, souvent en faisant écho aux problématiques évoquées en 2A. Évidemment, s'appuyer également donc, sur des théories et des chiffres. Alors pour les théories, il y en a beaucoup. Le mieux, c'est de les connaître et surtout de savoir les expliciter le mieux possible en lien avec le sujet, souvent en les citant avec le nom de l'auteur et préférablement la date de sa théorie. J'en ai pas qui me viennent comme ça, mais souvent en fait ça va être entre parenthèses nom de l'auteur et une date. Souvent c'est cité comme ça dans les manuels, donc je vous encourage à utiliser cette méthode aussi. Et les chiffres, c'est aussi bon de les sourcer, que ce soit que ça vienne d'un rapport, que ça vienne de l'INSEE ou tout ça, c'est bon d'avoir la source d'où ça vient. Car sinon, en fait, les correcteurs ont parfois l'impression, quand ils ont une copie qui est inondée de chiffres, qu'en gros, le candidat les sort un peu à la volée comme ça et qu'on ne sait pas trop d'où ils sortent. Donc, le mieux, c'est de les sourcer, préférablement. Et surtout, d'en avoir de références qui peuvent servir d'un sujet à un autre. Je sais que personnellement, j'avais une fiche chiffres qui permettait de couvrir, en gros, les grandes tendances du chômage, les grandes tendances de la croissance, etc. Surtout que bah, voilà, l'économie, c'est vraiment une matière de grandes tendances. Donc, c'est bien de les avoir en tête et prêts sous la main le jour J. Et voilà, et évidemment, ne pas oublier la conclusion qui récapitule votre raisonnement, même si à ce stade-là, ce n'est pas le moment d'introduire de idées, hein, c'est vraiment pour juste récapituler et asséner un peu le dernier clou à votre raisonnement.
Je me permets de conclure mon intervention par quelques conseils généraux. Donc, les chiffres, j'ai déjà donné, idem pour l'auteur et la date. Pour une dissertation de qualité, il ne faut surtout pas hésiter à détailler les mécanismes économiques qui vont être détaillés. Par exemple, je ne sais pas moi, les logiques keynésiennes, par exemple, vont devoir être détaillées en disant, voilà, on va d'un point A à un point B. Je ne sais pas, je vous avoue que ça fait un moment que je n'ai pas fait d'économie, mais quand je l'ai passé, je sais que par exemple, pour des mécaniques du chômage, bah, le chômage, ça fait que les individus vont avoir moins de revenus, donc ils vont moins consommer, donc ça va avoir un impact sur la croissance et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à penser qu'en fait le correcteur ne connaît pas ce que vous allez raconter. Je pense qu'un des plus gros écueils dans cette matière, c'est vraiment de dire non mais c'est bon, le correcteur il connaît. Non, non, il ne faut pas hésiter à détailler parce que justement ça prouve que vous avez bien les idées en tête et que vous avez les choses bien carrées dans votre tête parce que c'est ça que le correcteur cherche à voir. De même, il ne faut pas hésiter quand vous introduisez un nouveau concept, alors évidemment en dissertation, enfin en introduction, pardon, mais aussi dans le corps du texte, dans le corps de la dissertation. À chaque fois que vous introduisez un contexte, un terme, oula, la journée a été longue. À chaque fois que vous introduisez un nouveau terme, n'hésitez pas à le définir. Et si vous avez un théoricien qui le définit, c'est encore mieux. Mais n'hésitez pas à le définir pour montrer que voilà, vous avez une bonne connaissance fine de la théorie, parce qu'au final, les politiques et la théorie, c'est vraiment ce que les correcteurs vont chercher à évaluer. Donc n'hésitez pas à montrer que vous les connaissez et à souligner cette connaissance. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, On a quelques questions sur l'économie. Donc, on a une question sur la construction du plan. Si j'ai bien compris, le grand 1 est consacré à la théorie, quand le grand 2 est consacré aux solutions. Où faut-il faire thèse, antithèse, synthèse? alors, sur la construction du plan, c'est les joies des concours administratifs dans le sens où en gros vous allez trouver des plans types qui vous aideront en fait à faire face à des sujets face auxquels vous seriez pas à l'aise. Mais après, et je pense que c'est là aussi ça s'applique en protection sociale, en droit public, etc. En fait, c'est surtout l'important, c'est d'avoir un raisonnement qui se déroule. Le mieux étant évidemment de conclure souvent par des propositions. Je ne vois pas dans quelle matière on peut pas ne pas avoir de propositions à la fin. Marie-Delphine, tu confirmeras peut-être pour le droit public. En droit public, c'est possible d'en avoir. Après, il y a pas. Enfin, on peut en faire. Ça va dépendre aussi des sujets. Après, si on en fait, c'est quand même mieux de se baser sur la référence d'un auteur ou un rapport du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, par exemple. On ne demande pas une grande inventivité, si je comprends. Ça dépend des sujets. Après, c'est possible. Vous pouvez recommander une évolution de jurisprudence, mais bon, je trouve qu'en droit public, ça s'y prête quand même un peu moins. Alors qu'à l'inverse, en éco, c'est fortement conseillé d'être assez opérationnel et d'avoir un peu une vision politique publique en fait de la chose. En revanche, je recommande. Alors souvent en concours administratif, les plans c'est 2 parties, 2 sous-parties. Je recommande, enfin à titre personnel, je recommande absolument pas le plan thèse, antithèse, synthèse parce que souvent, pardonnez le terme, mais on arrive sur un truc un peu en mode oui, non. Merde, qui est un peu étrange. Et le mieux, c'est en fait d'avoir vraiment une visée opérationnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les écrits, les correcteurs évaluent en fait si vous allez être un bon collaborateur de la sécurité sociale. Et donc, si vous avez déjà cet esprit un peu de synthèse, cette visée opérationnelle. Donc, en fait, c'est aussi ça qui est évalué. Et donc, en fait, le but d'une dissertation, c'est que ça déroule et qu'on voit que vous savez aller d'un point A à un point B, que ça tienne debout. Et le plan thèse, antithèse, synthèse, à titre personnel, je trouve qu'en fait, ça donne lieu à des contradictions qui peuvent être parfois un peu maladroites. Et d'ailleurs, souvent, les plans où en gros, on fait d'abord un état des lieux, puis ensuite on soulève les problématiques, ça ne veut pas dire, voilà, ça, il y a ça, mais en fait, c'est tout pourri. C'est juste plutôt en mode, l'état des lieux actuel, c'est par exemple, je ne sais pas moi, pour la politique de l'emploi en France, on va avoir telle ou telle politique de déployer, la situation du chômage en France, c'est ceci ou cela. Voici les trucs qui peuvent poser accro. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc ou qu'il faut poser un état des lieux en première partie et la dézinguer en deuxième. Il y a une cohérence, donc oui, évidemment, voilà. Il faut introduire de la nuance, mais il ne s'agit pas de dire tout et son contraire, voilà. Sinon ça n'a pas de sens. Et globalement, le plan en 2 parties est quand même le plus sûr. Pareil, sauf à moins que vous maîtrisiez parfaitement un plan en 3 parties, mais on ne le conseillera pas parce que c'est quand même plutôt casse-gueule. Alors que le plan en 2 parties, il est classique, mais il a fait ses preuves, donc on part plutôt là-dessus.
Et faut-il s'appuyer sur des rapports pour faire les recommandations en économie? Je crois que tu as dit oui, hein. Alors oui, on peut aussi s'appuyer sur la théorie, si c'est assez comment dire, développé. Que, certains économistes ont des solutions pour résoudre certaines questions, le chômage, la croissance, tout ça. Mais les rapports, ce qui est pas mal, c'est que c'est assez axé dans la réalité économique du pays. Je sais pas, je pense par exemple à ce rapport du CAE. Cap sur la croissance pour plus de productivité. Je me souviens qu'ils ont fait un rapport sur ce genre où en fait ils déclinent le fait que voilà, en France le problème qui limite la croissance c'est tel ou tel aspect et en fait ça permet de faire des propositions qui sont un peu plus opérationnelles. Mais en fait ça évite aussi d'avoir des recommandations qui parfois sortent un peu du chapeau et qui semblent un peu maladroitement avancées. Ça permet de couvrir un peu ces arrières. Après, évidemment, il faut aussi connaître un peu les recommandations et savoir pourquoi on les annonce. Faut pas juste dérouler la liste de courses en disant Yaka Faucon, voilà, le programme clé en main, parce que ça fait un peu présomptueux. Et d'ailleurs, ça permet de faire aussi un petit point sur la rédaction, sur le ton à adopter, et ça vaut pour à peu près toutes les dissertations, je pense. C'est le fait qu'il faut avoir un ton administratif, c'est-à-dire il faut des phrases courtes, des phrases qui sont logiques, et éviter, comment dire, je sais pas trop comment le décrire. Une certaine neutralité. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est ni un discours politique, ni un programme électoral, ni comment dire, c'est ni un ton, voilà, éviter le ton journalistique qui donnerait une forme d'avis. C'est vraiment, faut vous positionner dans ce genre de cas comme un conseiller dans un cabinet ou comme un collaborateur auprès d'un directeur d'organisme ou ce genre de choses. Il faut que vous ayez un point de vue opérationnel, neutre, comme si vous étiez déjà en poste, quoi. Et puis éviter ce qu'on peut appeler vulgairement le café du commerce. Aussi. Si vous êtes en économie, effectivement, comme l'a expliqué Jeanne, on attend des références d'économie. Il faut essayer quand même de rester dans la matière parce que vous aurez des correcteurs qui seront spécialistes de leur sujet probablement. Donc voilà, il faut se conformer à ce qui est demandé dans l'épreuve. Merci beaucoup Jeanne. On va passer à la culture générale avec Emma. Moi, je vais vous parler du coup de la composition portant sur un sujet relatif à l'évolution des idées et des faits politiques. Gna gna gna. On abrège généralement en culture générale parce que le nom est très long et puis aussi le nom est en fait tellement long que généralement il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'est une matière qui peut faire un peu peur tant elle est à cheval sur diverses matières, divers sujets qui peuvent se mêler au sein de cette matière. Moi, je vais commencer tout de suite par essayer de vous rassurer en fait. Faut pas avoir peur de la matière de culture générale, tout simplement parce que c'est les chiffres qui le disent. La moyenne de nos épreuves de culture générale en 2023, elle était de 13,1, en 2022 de 10,14 et en 2021 de 11,12. Et à chaque fois, mine de rien, c'est la matière qui a eu la meilleure moyenne par rapport aux autres options. Donc finalement, prendre la matière culture générale, ça peut être quand même un choix stratégique qui peut se révéler payant. En tout cas, on voit qu'il y a une tendance qui s'est dessinée au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'essaie de commencer un peu par rassurer les personnes qui pourraient avoir une certaine appréhension par rapport à cette matière qui n'a pas forcément de programme très très bien défini et qui est assez vague somme toute. Du coup, je vais revenir un petit peu sur les sujets de culture générale qui sont tombés les années précédentes. Donc en 2023, on était sur la place du travail dans la société. C'est un sujet qui d'ailleurs ressemblait beaucoup au sujet du bac, donc c'était assez généraliste. En 2022, on était sur les expressions démocratiques, en 2021 sur l'individualisme et la solidarité dans les sociétés contemporaines, et en 2020 sur la responsabilité à l'égard des générations futures. Mine de rien, ces différents sujets, on se rend compte que le point commun, c'est qu'il y a un lien qui est plus ou moins direct avec la protection sociale. Donc, ça ne veut pas dire que l'épreuve de culture générale, c'est une épreuve où on fait une dissertation de protection sociale. Ça, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. Mais par contre, ça veut dire que forcément, dans toutes vos révisions, vous saurez vous débrouiller pour vous rapprocher aux branches et pour trouver quelque chose à dire sur le sujet. Ce serait quand même assez surprenant que vous fassiez copie blanche sur un sujet de culture générale. Il y a toujours quelque chose à dire de par vos révisions pour les autres matières. Un autre point fort aussi de la matière, c'est que mine de rien, si certains ont décidé de prendre culture générale et ensuite sciences politiques à l'oral, ça vous fait beaucoup moins de travail parce que c'est généralement les mêmes références qui sont réutilisées, réutilisables, et donc il faut capitaliser sur ces points communs.
Et finalement, pour bien dédramatiser la chose, la culture générale, c'est une matière aussi où on prend, en tout cas personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir à la réviser parce que ça sort un petit peu des sentiers battus, de la protection sociale où il faut vraiment suivre le programme point par point, il faut être sûr de ne pas faire d'impasse. La culture générale, comme son nom l'indique, c'est quelque chose d'assez large, donc vous pouvez vous faire plaisir et aller sur des sources assez diverses, donc de la musique, du cinéma, des romans, de l'art, enfin tout ce qui vous fait un peu plaisir et qui relève un peu, il faut quand même que ce soit un peu de la culture, on va dire, avec des grosses guillemets sérieuses, mais en tout cas une culture qui puisse qui puisse accrocher l'œil du correcteur, quoi. Donc, n'hésitez pas à varier un petit peu vos sources, à vous faire plaisir dans vos révisions en culture générale, ça rendra forcément les révisions moins rébarbatives. Donc voilà, pour l'aspect un peu généraliste. Du coup, la méthodologie en tant que telle. La méthodologie de culture générale, on n'est pas, voilà, comme l'ont dit un peu les autres, sur un plan de dissertation très classique avec introduction, problématique, annonce de plan, et puis on déroule finalement le reste de la copie. Personnellement, moi, j'avais choisi de rester sur un plan en 2 parties, mais il y est arrivé dans certaines meilleures copies des années précédentes qu'on voit des plans en 3 parties. Moi, comme les autres, je vous conseille un plan en 2 parties où on fait d'abord ressortir en fait un peu l'état des lieux de pourquoi on pose le sujet aujourd'hui, c'est quoi son intérêt, et en deuxième partie un peu les enjeux, les perspectives et les solutions. Donc c'est un peu la méthodologie classique de cette matière-là. Pareil, bien soigner l'introduction, on présente dès le départ l'intérêt du sujet et on questionne en fait la place du sujet, l'importance du sujet dans la société actuelle. Faut pas oublier on est vraiment sur une copie où on est sur des questions très contemporaines, donc pas hésiter à mêler un peu dès le début l'actualité ou alors des références si vous en avez assez précises, mais sans remonter au calendrier grec, quoi. Il faut vraiment être quand même bien dans le... Oui, parce que je crois que dans le programme et l'intitulé de l'épreuve, il me semble qu'il y a le mot contemporain. Oui, c'est ça. Il y a le mot contemporain. Voilà. Donc, on reste vraiment sur des faits contemporains. Voilà, moi, je vous conseille aussi de bien vous faire un petit peu aussi des révisions de l'histoire de France, de l'histoire contemporaine en France et un peu à l'international si vous voulez varier vos sources. Mais voilà, c'est pas forcément la peine de remonter jusqu'à l'Antiquité dans toutes vos réflexions. Vous pouvez en glisser, Oui. c'est pas du tout interdit, ça fait très sérieux, ça fait très savant, mais c'est bien d'être quand même sur de l'actualité, du contemporain. Les plans, on a souvent tendance dans les thématiques de culture générale à aller sur du oui mais. Il faut faire attention à ce type de plan. C'est un plan qui est assez facile, mais qui paraît du coup parfois trop simple au correcteur. Donc voilà, toujours faire attention aussi à bien délimiter les enjeux, à bien les faire ressortir dans vos parties de plan. Le plan oui mais c'est pas un plan inefficace, loin de là, mais c'est un plan qui fait très simple. Donc pensez toujours à bien montrer que vous avez compris les différents enjeux autour du sujet. Et très important aussi dans votre dernière partie de bien proposer des solutions qui se basent sur des rapports. Donc, pas hésiter à aller voir un peu les rapports de France Stratégie, des rapports que vous pouvez réviser dans la protection sociale et même ailleurs. N'hésitez pas à avoir quelque chose de solide et toujours dans cette idée de contemporanéité à faire ressortir dans votre copie. Aussi un point tout bête, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est forcément souligner les références. Dès que vous mettez une référence, vous la soulignez. La référence, d'ailleurs, la copie de culture générale, ça ne doit pas être une liste à l'après-vert de citations d'auteurs ou de romans ou de ce que vous voulez. Il faut vraiment quand même que vous avanciez une idée, un exemple, une référence. Et la référence, elle doit poursuivre et doit prolonger cette idée. Il ne s'agit pas de mettre une référence pour mettre une référence, en fait, parce que ça, le correcteur, il va le voir tout de suite. L'idée, c'est vraiment qu'on déroule, en fait, comme une histoire, la référence qu'on met et qu'on l'explique et qu'on montre son intérêt, son lien avec le sujet. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en faire un peu des tonnes pour montrer le lien de cause à effet entre ce que vous avancez, votre postulat et du coup, votre référence. Il ne s'agit pas de poser un nom pour poser un nom, quoi. Voilà, j'ai dit un peu les grandes lignes à retenir. Donc voilà, pareil, un peu on a tendance à croire que culture générale, c'est que de la philosophie. Il y a une dimension fortement philosophique qui va se retrouver dans la plupart des copies. Même quand vous relisez les meilleures copies, on peut se dire, ah oui, ça c'est vraiment, c'est un degré de réflexion très poussé.
Après, il ne faut pas non plus avoir peur de ça. Il faut vraiment en fait avoir une idée et développer cette idée. L'avantage de la culture G, c'est que il y a pas mal d'idées peuvent être mises en exergue. Vous n'avez pas besoin de trop vous censurer à ce niveau-là. Voilà, je montre ce que je peux répondre aux questions. Alors, quel livre pour réviser l'oral de Sciences Po? Alors bon, l'oral de Sciences Po, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, on y viendra peut-être plus sur le prochain webinaire. L'oral, mais de toute façon, les références, on les a mis sur la fiche ressources. Exactement. Et pour Sciences Politiques, vous pouvez taper ouvrage de sciences politiques. En tout cas, moi, j'avais pris cette épreuve, je n'avais pas de livre précis en tête que j'avais révisé, mais vous pouvez vous faire un glossaire d'auteurs en sciences politiques indémodables à connaître. Voilà. Et puis pour l'écrit de culture G, effectivement, dans la fiche ressources, on a notamment mentionné le Cogniet, qui est un classique, là. Cogniet, je ne sais pas si on dit Cogniet. Oui. Qui permet de balayer des thèmes avec tout un tas de références, etc. Donc, des manuels, il en existe. Même si effectivement, c'est vraiment bien de pouvoir varier les sources et les références. C'est ça. Alors, sans trop tomber dans l'originalité, c'est un peu le risque. Souvent, on voit dans les rapports du jury, oui, mais les élèves mettent beaucoup les mêmes noms, les mêmes auteurs. Donc, c'est quand même bien d'avoir des classiques, quoi qu'on en dise, parce que il manque des classiques par rapport au sujet qui est posé, et ben le correcteur peut se dire, ah mince, il le connaît pas et je l'attendais sur ça. Donc, c'est bien d'avoir des sources originales. Il faut en avoir d'ailleurs, c'est indispensable, mais il faut aussi connaître ces classiques lors de l'épreuve. Et les classiques, j'ai essayé d'en lister quelques-uns sur la fiche ressources, vous pouvez vous y référer. Est-il conseillé de faire un grand 2B préconisation en culture générale? Donc, notre collègue Pauline a répondu plutôt perspective que préconisation, mais ça peut, oui, ça peut aussi. Ça dépend de comment vous le tournez, perspective, préconisation, sans être trop, sans dire il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a qu'un faucon. Il faut quand même apporter un peu de nuance et dire tel rapport préconise de se diriger vers telle ou telle perspective. On peut penser à ça. Il faut l'introduire de façon subtile sans être trop péremptoire. Tout à fait. Est-ce que la notation est plus indulgente en culture générale que par rapport à d'autres matières où il faut notamment avoir des connaissances plus précises? Effectivement, donc on a nos collègues qui ont répondu. Et je rejoins la réponse qu'a fait Martin. Donc, c'est pas forcément plus indulgent, mais c'est qu'en fait, la culture générale, il y a toujours un moyen de se raccrocher aux branches, comme j'ai dit au début. Et donc, mine de rien, c'est assez difficile d'avoir page blanche, alors que c'est parfois plus facile dans d'autres matières si on est face à un sujet auquel on a fait par exemple une impasse, ou alors on a vraiment rien à dire parce qu'on n'a pas l'inspiration sur le moment. Forcément, il y a des moins bonnes notes qui font que la moyenne tire vers le bas. C'est un peu moins le cas, je pense, en tout cas, à mon avis, en culture générale. Oui, après, en droit public, quand même, ils n'hésitent pas à monter haut les copies. Dans les rapports de jury, ils sont montés parfois jusqu'à 16-17. Donc après, comme tu l'as dit, Emma, après, peut-être aussi, c'est peut-être moins plaisant peut-être à réviser le droit public. Il y a quand même, on peut moins le réviser en faisant peut-être des choses qui nous plaisent plus, comme tu avais dit, voir des podcasts pour la culture générale, regarder l'actualité. Mais après, je pense que la grille, ou en tout cas, il y a quand même une harmonisation, je pense, sur les concours. Et je pense qu'ils essaient quand même de mettre toutes les matières à égalité en termes d'exigence. De toute façon, maintenant, votre choix est fait puisque vous êtes inscrit au concours. Donc, il ne faut pas avoir de regrets ou se poser trop de questions. Maintenant, il faut être focus sur les épreuves que vous avez choisies. Et peu importe l'épreuve choisie, vous avez vos chances. Merci beaucoup, Emma. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'étude de cas et je laisse la parole à Estelle. Merci beaucoup, Charlie. Donc, l'étude de cas, donc là aussi, une épreuve de 5 heures avec un coefficient 5. En général privilégié par les internes. Donc, petit rappel de l'objectif de l'étude de cas, c'est de se mettre en fait à la place d'un responsable, montrer qu'en fait, on a quand même une certaine expérience en matière de stratégie et donner aussi une dimension opérationnelle, en fait. Les qualités, je dirais, pour cette épreuve, c'est de faire de synthèse, d'abstraction, de clarté et de pragmatisme. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large, mais en fait, on peut tous y arriver, je vous assure, on s'en est sorti. Mais toujours bien vérifier, ça c'est un conseil pour tous, qu'on répond au sujet. Donc, il faut à la fois appréhender un contexte et donc adopter un raisonnement en fait, du haut vers le bas. En fait, l'objectif, c'est quand même d'avoir une réflexion générale et d'en déduire des solutions concrètes. Donc, je pense que pour ceux qui préparent cette épreuve, vous avez déjà fait le test. Il faut toujours faire un SWOT,
on n'est pas obligé, mais enfin, c'est quand même ce qui nous aide grandement à structurer notre pensée. Ça permet à la fois de faire un état des lieux et de dégager 3 ou 4 grands axes, en fait, qu'il faudra décliner de façon opérationnelle. Donc, une fois de plus, on va du général vers le particulier, donc du stratégique au concret, en utilisant justement, par exemple, ce qui peut être fait dans nos organismes. L'idée, c'est quand même d'illustrer, d'utiliser notre expérience ou nos connaissances qu'on pourra un peu acquérir tout au long de l'année. Et je rappelle quand même que l'intitulé exact de l'épreuve, c'est « Étude de cas portant sur les questions managériales, incluant notamment des aspects de stratégie, d'organisation et de ressources humaines ». Donc, bon, c'est assez long, c'est vrai, mais il faut bien prendre en compte toutes ces dimensions. Et en général, vous verrez, tous les sujets reprennent toutes ces dimensions. D'ailleurs, en tout cas, moi, aucun des sujets que j'ai pu voir tout au long de l'année n'avait oublié l'une de ces dimensions. Donc, une fois de plus, on vous demande d'avoir une vision opérationnelle et stratégique, tout ça en même temps. Alors, attention à ne pas faire un catalogue d'actions. Il faut bien relier les enjeux et les actions. Alors, on parle des fameux 3C, c'est clair, concret, concis. Donc, ça veut dire aussi faire apparaître clairement le plan, faire simple avec du complexe. Comme mes collègues l'ont souligné précédemment, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien lire l'arrêté du programme du concours, lire le rapport du jury et lire les meilleures copies. C'est quand même comme ça aussi qu'on sait ce qui est attendu de nous. Surtout que bon, là, c'est une matière un peu moins académique peut-être que les autres. Donc, je trouve qu'en lisant les meilleures copies, ça nous permet vraiment de voir ce qui est attendu. En termes de méthodologie, ayez une lecture active du sujet. Donc, prenez 15 minutes pour bien comprendre la demande, peser chaque mot, bien comprendre quel est le produit qui est attendu, qui on incarne, voilà, quels sont les enjeux. Je vous recommande aussi de bien lire le sommaire avec les dates des documents et prendre en compte aussi les origines de ces documents. Parce que s'il s'agit, par exemple, je sais pas, d'un rapport d'un cabinet de conseil ou d'un tract syndical, c'est pas du tout la même chose. Et donc là aussi, prenez en compte les dates de ces documents. Parce que peut-être que le tract syndical fait suite à un rapport qui a été remis par un cabinet de conseil ou d'audit. Voilà. Et après, il faut avoir une lecture très attentive des documents et remplir directement, je dirais, son SWOT. Parce que, alors, 5 heures, c'est beaucoup et c'est pas très long en même temps, vous verrez. Donc là aussi, maintenant, vu la période de l'année à laquelle on est, il faut vraiment que vous entraîniez à faire l'exercice en temps réel. Alors, au début, on met un peu plus de temps, c'est vrai, mais là, au mois d'avril, maintenant, il faut vraiment se forcer à faire ça dans le temps imparti. Pour le plan d'action, là aussi, il faudra toujours identifier un responsable et un calendrier, que ça court terme ou long terme, mais en tout cas, il faudra bien le préciser, parce que vous ne pourrez pas dire, voilà, l'échéance, c'est le 3 avril 2024, mais vous pourrez dire 2 mois après le lancement du chantier. Pensez là aussi au brouillon à bien rédiger votre plan détaillé, c'est essentiel, c'est comme pour toutes les matières. Ça conditionne vraiment la rigueur et la clarté de vos propos. Alors attention donc à la structure de la copie, là aussi faites apparaître le plan qui est valable pour toutes les matières, vous sautez des lignes, vous soulignez. Alors attention de ne pas mettre non plus par exemple le titre, un titre en bas de page, je l'ai déjà vu et bon voilà, c'est ne vous inquiétez pas, on vous fournira une autre feuille, mais voilà, donc montrez que vous soignez vraiment votre copie. Attention donc à la gestion du temps, il est essentiel de terminer votre copie, parce que ça, c'est pour le coup, vous risquez de perdre beaucoup de points si vous ne terminez pas votre copie. Et relisez-vous, l'orthographe, c'est essentiel, la syntaxe, il faut être précis. Et alors, bon, je sais que je vais être un peu lourde en disant ça, mais il faut faire des phrases avec un sujet, un verbe et un complément, parce que votre correcteur, il en lit beaucoup, et s'il passe plus de temps à essayer de comprendre ce que vous avez écrit, voilà, vous risquez de perdre beaucoup de points, malheureusement assez bêtement. Ouais. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de l'épreuve. On a 2 questions. La première, c'est comment faire la différence entre la stratégie et l'opérationnel? Alors, la stratégie, par exemple, ça va être dire, je sais pas, revoir la politique achat. Donc ça, c'est du stratégique. Et comment ça se décline opérationnellement? C'est par exemple faire en sorte de travailler sur le juste besoin, lancer, je sais pas, par exemple, essayer de faire un travail plus précis avec des centrales d'achat,
Voilà, donc ça, par exemple, c'est pour diminuer, par du exemple, pratique. c'est du pratique. Ouais. Voilà, faut se dire, tiens, si j'ai une politique RH, je sais pas, Amélioration de la qualité de vie au travail. voilà, comment ça se traduit concrètement? Est-ce que ça va être par le développement de mener des actions pour développer le télétravail ou est-ce que, enfin, voilà, c'est Mettre en place du flex office. voilà, enfin voilà. Donc c'est et après vous pouvez souvent ils vous demandent des indicateurs. Donc, les indicateurs vous permettront justement d'illustrer l'atteinte ou non, justement, des actions concrètes que vous aurez pu proposer. Quelle est la répartition du temps pour l'épreuve étude de cas? Est-ce que 2 heures pour la rédaction, par exemple, ça te paraît... Alors, 2 heures, oui, alors ça dépend ce qu'on met en fait dans le temps de rédaction, hein. Moi, je sais que je rédigeais. Alors, il n'y a pas vraiment d'introduction. Pour le coup, l'étude de cas, c'est moins contraignant que les autres épreuves sur le sujet. Néanmoins, je vous préconise de prendre le temps d'écrire un plan détaillé et de noter à minima sur le brouillon, je dirais, les études clés que vous mettrez dedans. Mais après, il y a des gens qui vont écrire plus ou moins vite. Mais en tout cas, moi, je consacrerai un temps certain à mettre les idées clés pour pouvoir après vraiment avoir le temps d'écrire ma copie et surtout de la relire parce que ça me paraît vraiment pour le coup essentiel et c'est souvent une partie qui est négligée malheureusement, notamment pour l'étude de cas, on se fait vite déborder. À part l'expérience personnelle en management, existe-t-il des savoirs pour réaliser ces études de cas? Alors oui, alors par exemple, moi j'avais pas d'expérience vraiment en management, donc typiquement, pourtant j'ai choisi études de cas. C'est pas que du management, hein, c'est vraiment La gestion aussi. oui, c'est de la gestion. Ça peut être, si vous avez travaillé par exemple plus dans volet compta, finance, ou sur les achats, par exemple, je prenais cet exemple-là, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait du management, hein. C'est souvent, oui, la question RH, elle est transversale. Mais il y a vraiment un peu toutes les matières qui peuvent être mobilisées et que vous ayez eu à exercer ces matières-là ou non, hein, c'est pas. Il y a beaucoup de bon sens aussi. Voilà. Dans l'étude de cas, ça fait vraiment. Faut faire preuve de bon sens, d'analyse et puis effectivement, comme disait Estelle, c'est choisi par les internes beaucoup. Et c'est vrai que même si vous n'êtes pas manager, vous faites part de votre expérience, de ce que vous avez pu voir aussi dans vos organismes. Est-il possible de faire un tableau pour les actions à mettre en place? Alors moi, je pense que ça me paraît délicat de faire un tableau. À la rigueur, vous pouvez faire vous pouvez pour les actions uniquement, bien sûr, faire une liste, on va dire, des actions à réaliser. Même si là aussi, je pense qu'il faut rester prudent et bien veiller à faire des phrases. Par exemple, si vous faites des actions, vous pouvez dire, je sais pas, lancer, je sais pas, un programme de formation auprès de cette catégorie de personnel. Et dans ce cas, vous pouvez préciser le délai de mise en œuvre de l'action. Mais voilà, un tableau, déjà, ça me paraît en plus très compliqué. Alors, il y a une année où la meilleure copie, c'était sur les faïences de Gardanne, le sujet, et c'est un tableau qui a été fait. Mais la personne ne l'avait jamais testé durant toute l'année, elle l'a testé le jour J. Bon, ça a été bénéfique, mais après, oui, c'est risqué. C'est risqué. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est risqué. Merci beaucoup, Estelle. Si on n'a pas d'autres questions, je vais passer à la méthodologie de la note de synthèse. Donc la note de synthèse, c'est une épreuve d'une durée de 4 heures qui est commune à tous les concours. Quelle que soit la voie, vous y irez droit. L'objectif de l'épreuve, c'est de tester votre capacité à synthétiser, comme son nom l'indique, de manière intelligible, on l'a dit, objective, neutre, un gros volume d'informations en peu de temps, puisque vous allez voir que 4 heures, c'est la course, c'est une course après le chrono. Donc il faut savoir aller à l'essentiel, savoir hiérarchiser l'information, ne pas se perdre dans les détails et néanmoins restituer les informations et les enjeux principaux du sujet. Voilà, vaste programme, mais c'est possible, on y est tous arrivés. Je dirais, une des clés, c'est le dossier, tout le dossier, rien que le dossier. C'est-à-dire que c'est une épreuve où, et ça c'est un avantage, vous n'avez pas besoin, et c'est même pas conseillé, d'apporter des connaissances extérieures. Si vous maîtrisez la méthode, vous pouvez vous assurer des points, j'allais dire presque facilement, puisque vous n'avez pas, il n'y a pas de révision de quoi que ce soit, c'est vraiment basé sur le dossier et uniquement le dossier. Une des clés, je pense, c'est de se poser systématiquement la question, lorsque vous amenez un élément dans votre note, est-ce que cet élément apporte quelque chose à la compréhension du sujet? Et est-ce qu'il répond à la problématique de la note? Comme pour toutes les autres matières, il faut lire le sujet et y répondre. C'est la base, mais ne calquez pas un plan de type s'il n'est pas raccord avec le sujet du jour.
Donc, je vais essayer de vous donner un peu une recette, mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel qui peut être adapté par chacun. La base, c'est de lire le dossier et de le lire rapidement, puisque tout le temps que vous allez passer à lire, vous n'allez pas le passer à écrire. Donc, il faut savoir vraiment lire rapidement. Et ça, c'est avec l'entraînement que ça vient, hein. Donc ensuite, prendre des notes, évidemment, pas de manière, comment dire, de manière hiérarchisée. Pourquoi pas sur plusieurs brouillons. Vous pouvez avoir un brouillon sur le pourquoi, un brouillon sur le comment, un brouillon sur le bilan, un autre sur les perspectives. C'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, il faut classer vos notes pour gagner du temps ensuite dans la rédaction. Ensuite, vous avez une étape de construction du plan qui est essentielle. Je donne 2 idées, mais c'est pareil, c'est des plans un peu types, mais qu'il faut encore une fois adapter au sujet. Il y a un plan qui peut être pourquoi, comment, bilan, perspective, qui marche assez bien sur plein de sujets différents. Un autre plan type qui peut être grand 1, grand A, bilan sur la situation, grand 1, grand B, critique, grand 2, grand A, proposition interne et grand 2, grand B, proposition externe. Donc ça, voilà, c'est un peu des plans types, mais encore une fois, il faut vraiment rester collé au sujet et ne pas vouloir plaquer un plan sur un sujet. Ensuite, rédiger l'introduction. Donc, pour la taille de l'intro, il faut être bref et plus bref, notamment qu'en culture générale, par exemple. Je dirais qu'une page, c'est un grand maximum. Une dizaine de lignes, ça peut suffire. Je dirais une quinzaine de lignes environ, c'est bien. Votre introduction doit comporter une accroche. Et là, vous pouvez très bien citer un élément du dossier, hein, s'il y a des citations qui vous paraissent pertinentes, pourquoi pas. Ensuite, une partie, on va dire, définition des termes du sujet, contexte, qui va permettre aussi de se dire pourquoi on a ce sujet-là qui nous est proposé. Une phase de problématique, donc c'est pourquoi on pose la question, quels sont les enjeux, quel est l'intérêt du sujet. Et là, ça se distingue aussi quand même un peu de la dissertation, hein. On ne cherche pas une originalité absolue dans la problématique. L'idée, c'est plutôt d'en formuler une, de reformuler les termes du sujet, mais il ne faut pas aller chercher trop loin. On n'attend pas d'originalité, hein, dans cette épreuve. Et puis, vous terminez votre introduction par l'annonce du plan, qui peut être en 1 ou 2 phrases vraiment basiques, qui annonce votre grand 1, grand 2. Ensuite, vous passez à la rédaction proprement dite et vous gardez du temps pour vous relire. Là, je vais vous donner aussi un timing indicatif pour toutes ces phases. Donc moi, je prenais environ 10 minutes, un quart d'heure pour prendre connaissance du sujet, le lire plusieurs fois, préparer ses brouillons, c'est basique, mais ça vous gagne du temps si vous êtes prêt de ce côté-là. Lire le sommaire, très important. Et pourquoi pas hiérarchiser l'ordre de lecture des documents. Moi, je sais que je préférais commencer par des articles un peu généralistes ou de presse et terminer par les documents les plus techniques, mais c'est pareil, c'est propre à chacun. Certaines méthodologies aussi parlent d'un document pivot qui peut exister dans la note de synthèse. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir 1 ou 2 documents qui sont peut-être plus importants que les autres. Je pense notamment à des rapports type rapport de la Cour des comptes, qui en général sont très importants parce que vous allez trouver dedans de la problématique, des propositions, etc. Donc, il faut s'appuyer beaucoup sur ce type de document. Donc, une quinzaine de minutes là-dessus. Ensuite, moi, je consacrais environ 1h20 à la lecture et à la prise de notes. Donc, lire le dossier, prendre des notes. Une demi-heure environ pour le plan. Ça peut être moins, mais je vous invite vraiment à travailler le plan, donc en 2 parties, 2 sous-parties, et vérifier vraiment que votre plan répond, encore une fois, au sujet. On ne cherche pas l'originalité et les titres qualifiants que Jeanne mentionnait pour l'économie, c'est vrai dans à peu près toutes les matières, et notamment en note de synthèse, il faut vraiment que quand on lit le titre, on sait ce qu'on va trouver dans la partie. Ensuite, la rédaction, donc il reste à peu près 1h45 si vous avez suivi les étapes précédentes, ce qui fait grosso modo 20 minutes par partie et puis 25 minutes pour l'intro, par exemple.
Et si vous avez, si vous avez réussi à tenir tout ce timing, il vous reste 10 minutes pour la relecture et c'est vraiment important d'éliminer les fautes d'orthographe, de soigner la présentation, souligner les titres, etc. Voilà en résumé. Ensuite, quelques conseils à faire, à ne pas faire. Alors, à faire, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens. Lire le sujet, ça donne le positionnement qui est attendu. Si on vous dit vous êtes au cabinet du ministre de la Justice ou des Armées ou j'en sais rien, bah, essayez d'adopter cette vision-là. C'est-à-dire que si vous êtes au cabinet du ministre et que vous faites une note au ministre, le but c'est pas de dézinguer la politique publique existante, quoi. Donc il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau de la personne qui rédige. Et bien souvent, le sujet donne lui-même le plan. C'est-à-dire que si on vous dit vous rédigerez une note de synthèse qui dresse le bilan et les perspectives sur tel sujet, ben, grand 1, bilan, grand 2, perspective. C'est pas le titre, mais il faut qu'on trouve dans le grand 1 la partie bilan et dans le grand 2 la partie perspective. Encore une fois, ne cherchez pas à être original et collez-vous à ce qui est demandé, ça facilite les choses. La clé, c'est comme toutes les autres épreuves, c'est de s'entraîner pour acquérir la méthode, apprendre à lire et rédiger rapidement et savoir gérer son temps, c'est essentiel sur cette épreuve. N'oubliez pas un petit chapeau introductif avec donc une note de synthèse qui écrit à qui, l'objet, une date, voilà, quelques mots avant de commencer l'introduction à proprement parler. Citer des chiffres, des articles de loi, des dates, enfin bref, il faut qu'on retrouve quand même dans la note de synthèse des éléments du dossier, des éléments assez précis. Même si évidemment vous ne pourrez pas rendre compte de tout, mais l'idée c'est justement d'arriver à sélectionner l'essentiel. Les titres donc qui sont apparents, hein, comme dans les autres épreuves, dynamiques et qualifiants, on l'a déjà dit. Pour la rédaction elle-même, ça a déjà été dit par mes camarades, mais des phrases courtes, simples et soigner les transitions. Si votre correcteur il a l'impression qu'il y a un déroulé qui est fluide, il va être dans de bonnes dispositions pour la correction. Au contraire, quelque chose à ne pas faire et qui sont mentionnés régulièrement dans les rapports du jury. On n'attend pas de vous que vous citiez les documents avec document 12, voilà, ça c'est à proscrire. Vous pouvez faire des références aux sources, mais on ne demande pas de citer in extenso la source des documents tels que numérotés dans le dossier. Il faut respecter la longueur demandée. Donc, si c'est 4 à 5 pages, il faut que ça soit 4 à 5 pages, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de conclusion en note de synthèse, hein. On n'attend pas de conclusion, donc n'essayez pas de faire une conclusion, ça ne sert à rien et ça vous fera perdre du temps. Et à proscrire également les bullet points. On attend vraiment une copie rédigée en français du début jusqu'à la fin. Donc là, c'est l'enjeu aussi de maîtriser le temps pour ne pas vous retrouver au grand 2, grand B à devoir mettre des tirets parce que vous n'avez pas eu le temps de rédiger. Donc entraînez-vous véritablement à faire l'épreuve dans le temps limité. Voilà, pour terminer, je vous cite quelques éléments du rapport du jury 2023. Donc, ce qui fait la différence entre une excellente copie et une mauvaise copie relève de la granularité de l'analyse, de la capacité à descendre dans les sujets de fond sans perdre le fil de la démonstration, ainsi que le niveau d'expression. Donc, voilà. Et les excellentes copies sont parvenues à la fois à poser une problématique pertinente en introduction, à désentrelacer les éléments du dossier pour leur donner sens et cohérence, et ont réussi à extraire du dossier les éléments les plus pertinents. Réussir à extraire les bons sujets, à détailler, fait partie de l'exercice de synthèse. Il était attendu que les candidats se mettent en situation. Donc là, sur le sujet 2023, c'était sur les établissements d'enseignement militaire. On était dans le cabinet du ministre, donc le jury précise qu'il ne fallait donc pas se livrer à une critique du système d'enseignement relevant du ministère des Armées, mais bien mettre en valeur ses forces, ses particularismes, ainsi que les grands défis qu'il est censé relever. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment lire le sujet et bien coller au positionnement qui vous est demandé. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-il nécessaire de faire des chapeaux après les grands titres pour annoncer A et B? Ça peut, mais on peut très bien ne pas le faire. Moi, j'en faisais pas parce qu'on gagne du temps et de la place. Oui, de la place, effectivement, pour mettre un maximum d'informations dans la note qui est sur une longueur limitée. Mais enfin voilà, les deux sont possibles, il n'y a vraiment pas de règle là-dessus.
Faut-il citer le document Non. en parenthèse pour appuyer un argument? Effectivement, non, je ne le Non. conseille pas, même si, par contre, si vous avez un rapport de la Cour des comptes, vous pouvez très bien dire que l'élément sur Selon la lequel Cour vous des appuyez, voilà, c'est selon la Cour des comptes, Mm. mais ne pas citer à chaque fois le document, et encore moins le document 12, voilà. Et moi, je me permettrais juste, Oui. par rapport aux documents généralement de la Cour des comptes, on a déjà eu l'entraînement avec Alexandra d'une année où ils avaient eu effectivement un document de la Cour des comptes qui en fait était un peu trompeur parce qu'il pouvait effectivement, on pouvait vite se dire tiens finalement c'est mon document clé Ouais. et en fait et on perdait beaucoup de temps. Enfin moi je sais que j'avais perdu beaucoup de temps à analyser ce document. Voilà, donc c'est juste pour dire que là ça peut être juste un écueil à éviter, mais c'est un C'est petit ça. point d'attention, même si effectivement, en plus, souvent, ils sont tellement bien rédigés. Voilà, il y a des documents qui sont plus importants que d'autres, mais encore une fois, il n'y a pas forcément de documents pivot. Voilà, et il faut regarder tous les documents et en extraire pour chacun l'essentiel, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole maintenant sur l'épreuve de protection sociale, Alexandra. Merci Charlie. Donc alors, la dissertation, donc faut vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Vous êtes au 3e jour. Vous avez déjà passé les options, la note de synthèse, et là, c'est le 3e jour. Et là, c'est le plus gros coef, donc coef 6, durée 4 heures. Le programme est très vaste parce qu'il s'agit pas que de la sécurité sociale, mais bien de la protection sociale et des questions sanitaires. Donc, ça demande quand même des connaissances solides. Donc, vous avez eu la fiche ressources avec pas mal de documentation à lire. Donc, alors, le déroulement. Donc, en fait, vous avez donc un sujet. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de la dissertation. En fait, le jury cherche vraiment à évaluer, bon, évidemment, la bonne connaissance du candidat sur le thème de la protection sociale, mais aussi à voir si vous êtes capable, en fait, de mener une réflexion qui va être organisée et de faire une démonstration. C'est vraiment là l'enjeu, et donc de problématiser en fait le sujet. Donc, dans un premier temps, vous avez donc votre sujet. Donc, vous avez un déroulement. Vous savez que vous avez une introduction, une conclusion, 2 parties, 2 sous-parties. Comme mes collègues l'ont déjà dit, ça doit être, les titres doivent être qualifiants, doivent être soulignés, apparents. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir analyser le sujet. Et donc, voir les questions qui peuvent être sous-entendues par le sujet, vraiment faire le tour, donc définir le plus largement le sujet et voir un peu toutes les réflexions qui peuvent s'y prêter. Donc après, vous devez construire un plan détaillé, donc comme je vous ai déjà dit, grand 1, grand 2, avec des sous-parties. Donc souvent, vous avez, on va dire, la deuxième partie avec les perspectives, les réflexions qui peuvent être en cours. Donc, pour l'introduction, on a donc une amorce du sujet. Donc souvent, ça va être un lien avec l'actualité, ça peut être aussi une citation, ça peut être des chiffres marquants. Et puis après, vous allez voir donc définir les termes clés du sujet. Vous allez problématiser le sujet, c'est-à-dire vraiment ressortir les enjeux, mettre en évidence vraiment les enjeux de ce sujet, le futur, les paradoxes. Et puis montrer en quoi il est pertinent de se poser cette question. Parce que si on vous pose la question, c'est que c'est forcément important. Et puis après, donc, vous allez énoncer votre problématique qui doit être quand même assez claire et qui sera le fil conducteur en fait de votre dissertation. Et en fait, chaque partie, chaque sous-partie sera un élément de réponse en fait à cette problématisation. Donc après, l'annonce du plan, elle doit être claire, nette, précise, apparente. Et puis après, vous allez donc développer votre dissertation. Là, pour le coup, il est recommandé de faire des chapeaux, contrairement à la note de synthèse, de faire des petits chapeaux introductifs. Voilà, ça permet voilà, d'avoir une lecture plus fluide aussi pour votre correcteur. Donc évidemment, pas de tiret, sujet, verbe, complément pour les phrases. Voilà, ça doit être clair.
et effectivement, attention à la syntaxe, aux fautes d'orthographe. Des points peuvent être retirés pour les fautes d'orthographe. C'est important de le préciser, je pense. Donc, une vigilance à porter, pas de style journalistique. C'est vraiment à proscrire. Utiliser les références de l'actualité et donc ça, c'est vraiment important. Vous avez les CQ Hebdo qui paraissent régulièrement. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est rapport de la Cour des comptes, de l'IGAS, tout ça. Donc là, par contre, pour le coup, quand vous mettez un chiffre, c'est comme en économie, vous mettez votre source entre parenthèses pour montrer que bah, voilà, les chiffres, vous les sortez d'une source sûre. Et donc, effectivement, il est important d'apprendre quelques chiffres clés. Donc, pas forcément toute une liste exhaustive, mais voilà, d'avoir quelques chiffres clés sur chaque thématique. Voilà, donc le conseil, donc, c'est de réviser et de retenir aussi des définitions. Vous pouvez vous faire peut-être une liste des définitions des mots-clés. Vous perdrez moins de temps le jour J parce que, comme pour mes autres collègues, 4 heures, en fait, ça passe très vite. Donc, il faut aussi, là, dès maintenant, comme Estelle vous l'expliquait tout à l'heure, on est en avril. Maintenant, il faut faire les sujets en condition. Parce que sur toutes les matières, en fait, le temps est votre pire ennemi. Donc, il faut vraiment maîtriser le timing, maîtriser combien de temps il vous faut pour écrire. Voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Faire un plan très détaillé au brouillon et puis après, vraiment avoir une capacité à se mobiliser puis à rédiger. Donc, les grands chiffres de la Sécu, de la protection sociale, les rapports, vous avez les REPS qui paraissent tous les ans, qui sont vraiment une mine d'or. Vous avez les études de l'adresse, vous avez les rapports de la Cour des comptes de l'IGAS. Je pense que déjà, si vous maîtrisez ces documents-là, et puis l'actualité, bien évidemment, vous serez à même de faire une dissertation la plus complète qui soit. Et contrairement à la note de synthèse et l'étude de cas, vous avez une conclusion à faire qui reprend un petit peu comme l'expliquait Jeanne. Alors, ce n'est pas une synthèse de tout ce que vous avez dit, mais c'est reprendre les points clés, puis ouvrir sur d'autres sujets et peut-être poser une question qui pourrait ouvrir après sur une autre thématique qui pourrait être avoir d'autres éléments de réponse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la disserte de protection sociale. Donc, je ne sais pas si vous avez... Parfaitement limpide, puisque Voilà. pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur cette matière. Mais c'est un sujet, voilà, c'est une thématique qui est très dense et je pense qu'effectivement, vous ne pouvez pas être sec sur la question. Si on reprend les 2-3 dernières années, les sujets étaient assez transverses. Alors que si on reprend sur les années un peu plus antérieures, ça allait être, par exemple, il y avait une année, c'était sur les travailleurs indépendants. Après, c'était raccroché à une actualité. C'est-à-dire, c'était au moment où il y avait le RSI, les évolutions du RSI. Mais c'est vrai que, voilà, c'était vraiment un sujet un peu niche. Alors que si on regarde les derniers sujets, c'est quand même assez transverse. Voilà. Merci, Est-ce Alex. que vous avez Je dirais juste des peut-être être compléments? attentif jusqu'au bout à tous les rapports qui peuvent sortir et Exactement. autres documents financiers aussi en Oui. lien avec la loi de financement, les lois de règlement et autres, puisque vu le calendrier, immanquablement, il y a toujours quelque chose qui sort peu de temps avant le concours. Avant les Toujours bien si vous placez un chiffre récent, un rapport récent, évidemment, ça fera toujours bonne impression. Ouais. Et peut-être insister sur le fait que vraiment ça touche sur la protection sociale et vraiment pas que sur la sécu. Donc on n'oublie pas le chômage, on n'oublie pas les complémentaires. Le logement? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui échappe souvent au giron? Hormis ça. Bah après, c'est vraiment, enfin, effectivement, c'est très large. C'est toute la protection sociale. Donc, vous devez vraiment balayer tout ce qui est action sociale, tout ça, ça fait partie. Tout ce qui est associatif, ça peut faire partie. Après, une copie, c'est pas non plus une récitation d'un cours. C'est vraiment une démonstration. Donc, vous devez utiliser vos connaissances. Alors, vous savez pas tout sur tout. Enfin, voilà, c'est impossible. Mais vous devez mobiliser vos connaissances. Il n'y aura pas forcément 2 copies qui auront la même démonstration. Donc, voilà,
Alors, pas d'impasse, évidemment, mais après, faut réussir à retenir, enfin, ce que vous êtes capable de retenir au niveau des chiffres. Vous mettez pas non plus une pression sur, connaître une dizaine de chiffres, mais si, par exemple, sur chaque thématique, vous avez au moins 2 rapports ou 3 rapports et puis 2 ou 3 chiffres vraiment clés, quelques dates importantes, voilà, vous aurez fait le travail. On recherche pas, des spécialistes après en histoire de la protection sociale, mais vraiment des personnes qui sont capables de démontrer une idée, démontrer un processus, un système. Enfin voilà, c'est vraiment avoir des connaissances assez larges. Cela dit, une connaissance de l'évolution de la protection sociale dans le temps est toujours appréciée, même si le but, encore une fois, c'est pas une disserte d'histoire de la protection sociale. Ouais. Mais par exemple, pour reprendre le sujet de l'an passé sur le vieillissement, Le hein, c'est ça. vieillissement, ouais, le vieillissement. Ça semble assez étonnant d'en parler d'en parler sans parler, par exemple, de la perception du vieillissement au fur et à mesure au sein de la protection sociale. Sur la thématique du vieillissement, Bingo, l'an dernier, c'était le vieillissement avec la réforme des retraites. C'était un sujet qui était très, très lié à l'actualité. Ouais. Donc voilà, on voit que c'est aussi une tendance sur les différents sujets de mettre un sujet qui est en lien avec ce qui se passe en France ou même dans le monde. Donc restez bien, bien vigilants autour des grands faits d'actualité, de ce qui se passe. Pas forcément un fait niche et tout que personne connaîtrait. Par exemple, actuellement, il y a les transfrontaliers suisses ont augmenté leur prime médicale. C'est pas quelque chose qui risque de tomber au programme, quoi. Mais vraiment, rester très, très large et être bien conscient de ce qui se passe au sein de l'environnement de la protection sociale, quoi. Si je peux ajouter aussi, c'est avoir aussi peut-être une vision un peu internationale. Ça peut vous aider aussi soit à ouvrir votre sujet, par exemple, au niveau de la conclusion, ou alors des fois apporter des perspectives, par exemple dans votre deuxième partie. Donc, par exemple, moi j'avais des références sur la Suède, sur tout ça, par exemple sur l'autonomie des personnes âgées. Ouais, c'est toujours bien vu, ça montre une hauteur de vue de la même façon que de me remettre en perspective historique. Ça montre que vous avez une vision large du sujet. Donc. Et ça, sur l'actualité internationale, vous la retrouvez beaucoup dans les CQ Hebdo. Enfin, moi, c'était vraiment là où je sortais mes idées. C'était quand même assez intéressant. Ok. Après, en règle générale, par rapport à toutes nos matières, que ce soit pour l'oral ou l'écrit, regardez bien l'arrêté qui comprend le programme. Parce que si vous dites, tiens, parce que certains posaient la question de quel manuel, etc., le problème, c'est que les manuels sont faits parfois pour d'autres concours, je pense notamment à l'EHESP. Donc voilà, faut pas non plus, faut pas trop s'écarter, et ça reste quand même une base sûre. J'ai envie de dire, pardon. Non. On a une question. Comment faire le lien entre les différents acteurs de la protection sociale, sachant que nous n'avons pas beaucoup d'infos sur les acteurs externes à la sécurité sociale, stricto sensu? Alors, c'est pas pour faire la promo de CQ Hebdo, hein, vous l'avez bien compris, mais par exemple, dans le CQ Hebdo, vous avez des choses sur France Travail. Vous avez aussi, c'est assez élargi. Donc, vous avez aussi des rapports de la Cour des comptes qui sont pas forcément que sécurité sociale, mais plus largement protection sociale. La DARES, c'est tout ce qui est en lien avec l'emploi. Donc, l'adresse, vous avez tout ce qui est statistique, tout ça. Donc, c'est quand même, il y a quand même des possibilités d'avoir de la documentation sur des acteurs, on va dire, qui ne sont pas que sécurité sociale. Et là, je vous invite à consulter la fiche ressources qui est dans le fil de discussion. Vous retrouverez les documents où vous pouvez vous renseigner. Peut-être un petit mot sur le fait qu'il y a une nouvelle épreuve cette année de comptabilité, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a préféré ne pas l'évoquer parce qu'on n'a aucun recul en fait sur cette épreuve, puisque c'est une nouvelle épreuve 2024. Donc, on vous invite à vous référer au site de l'N3S et au programme indiqué dans l'arrêté. Mais de notre côté, évidemment, on ne veut pas vous induire en erreur et faire des hypothèses sur quelque chose qui n'est encore jamais tombé. Par contre, pour les oraux, ceux qui tenteront, qui souhaitent ou qui se sont inscrits pour passer la comptabilité, on aura un intervenant qui vous donnera des informations sur cette partie-là. Mais pour l'instant, aux écrits, on ne peut pas vous renseigner
pas vous renseigner plus que Donc, ça. on a fait le tour des épreuves. Peut-être si certaines ont en tête des conseils plus généraux pour les semaines qui viennent. Moi, je pense, on l'a déjà évoqué lors du dernier webinaire, mais préservez-vous de l'énergie pour arriver le jour J assez frais, quoi. Il faut pas arriver épuisé. Et ça, il faut savoir s'écouter, savoir faire des pauses, savoir faire du sport, savoir sortir, etc. Donc, c'est vraiment important là-dessus pour tenir sur la longueur. Donc, je dirais ça. Et puis, ne lâchez rien, croyez en vous. C'est hyper important d'arriver dans des dispositions où vous vous mettez en situation de réussir l'épreuve. Voilà. Et puis aussi, excuse-moi Estelle, et puis aussi là maintenant c'est vous entraîner en condition. Donc alors moi si je peux vous donner, moi c'était ma petite astuce avec mon ancien binôme, on faisait les devoirs en visio. Donc voilà, on se fixait, alors ça peut paraître un peu fou hein, quand il me l'a proposé la première fois, je suis un peu tombée de ma chaise. Mais honnêtement, je l'ai refait là, avec d'autres collègues et de se mettre en visio, ça impose un rythme. Du coup, vous avez l'autre personne, bon, on ne se parlait pas, hein, mais vous avez l'autre personne en face qui vous rappelle, il reste 1 heure, il reste une demi-heure et bah, vous n'allez pas vous chercher votre thé, vous n'allez pas regarder votre téléphone parce que vous êtes vraiment comme si vous étiez le jour de l'examen. Et pour ma part, ça a vraiment été, ça m'a vraiment permis de cadrer mon temps et de connaître aussi voilà, ma rédaction. Donc voilà, c'était mon petit truc qui peut paraître un peu fou, mais bon, qui fonctionne. Estelle, tu Moi, voulais... ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait aussi Charlie, dans le fait de rien lâcher, c'est que même durant les épreuves, notamment les écrits, vous serez mis à rude épreuve. Mais n'oubliez pas que si vous trouvez le sujet pas évident, vous n'êtes certainement pas le seul à rencontrer ces difficultés. Et même si au début de l'année, ça a été difficile, peut-être que par exemple les notes de synthèse, c'était compliqué, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Franchement, c'est s'entraîner et surtout vraiment venez à toutes les épreuves, restez d'un bout à l'autre, ne lâchez rien parce que certains ont quitté les épreuves et ne sont pas revenus et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on a tous été confrontés aux mêmes difficultés. Il ne faut pas avoir de regrets. À la fin, vous avez investi des mois dans la préparation. Donc, pour vous-même, faites-le jusqu'au bout. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Effectivement, si un sujet est difficile, il est difficile pour tout le monde. Donc, ne lâchez rien. Voilà. Et si je puis me permettre pour rebondir sur la question de l'entraînement, c'est aussi d'où l'importance de l'entraînement parce que, en fait, c'est grâce à cet entraînement et grâce à une méthodologie bien rodée qui a déjà été éprouvée plusieurs fois que ça permet en fait de faire face plus sereinement à des sujets qui peuvent sembler un peu plus fourbes de prime abord. Je reprends mon expérience personnelle, le sujet sur les écoles militaires en note de synthèse l'année dernière, pour moi, ça a été la panique. Alors que pourtant, ce n'était pas une matière que je détestais vraiment, la note de synthèse. Et en fait, le fait d'en avoir fait et refait fait qu'en fait, les automatismes permettent, à défaut de pouvoir au moins rendre la copie et de dire, voilà, on a tenté le tout pour le tout, les dés sont jetés, plutôt que juste péter un câble, laisser ma copie là et mes mois de préparation avec, quoi. Peut-être un petit conseil un peu qui va paraître un peu bête pour certains, mais préparez bien votre trousse avant l'épreuve. Ouais, pour les autres candidats aussi. Oui, préparez bien votre trousse, prenez des stylos. Alors, on préfère l'encre noire pour le correcteur, en tout cas, c'est quelque chose qui est plus visible. Dans d'autres concours administratifs, on oblige les candidats à utiliser l'encre noire. Donc, prévoyez bien des stylos qui écrivent bien. Pas des stylos qui bavent, attention. Ne testez pas le matériel le jour J, évidemment. C'est ça. Prenez une bonne marque de stylo, quitte à investir un peu plus, mais voilà, on ne fait pas ça pour rien. Et prévoyez aussi peut-être un casse-croûte un peu sans préparer un buffet McDo sur la table le jour de l'épreuve, mais quelque chose qui puisse vous redonner un peu de l'énergie du cœur au bout à la moitié des 5 heures, quoi. Et si vous êtes gentil, si vous êtes méchant, vous prenez un truc qui croque, et si vous êtes gentil, vous prenez des trucs qui ne croquent pas, hein, pensez à votre candidat, merci. Quelque chose qui embaume bien pour le ouais, c'est ça, à côté. On ne prend pas les brettes, l'oignon, je sais pas quoi. Non, mais voilà, quelque chose de pratique, qui se glisse facilement dans le sac et qui ne prend pas trop de place sur la table, parce que notamment à Paris, c'est des petites tables. Oh, c'est des petites tables. Elles sont toutes petites. Vous n'aurez pas le droit à votre trousse aussi, donc pareil, votre matériel, prévoyez bien quel matériel vous laissez sur la table, organisez-le de façon assez rapide. Vous savez que vous aurez besoin de telles règles, n'oubliez pas la règle. Évitez les règles en fer aussi qui tombent et qui font du bruit, c'est très énervant. Vécu, mais c'est ça. Et sinon, alors là, il y a une question sur les stylos friction sont autorisés. Oui, ils sont autorisés.
autorisé. Ouais, mais Ouais. c'est pas conseillé C'est pas- parce qu'il ouais. fait chaud et Voilà. comme son nom l'indique, friction, vous faites face à la friction. Maintenant, votre copie, elle est entre 200 autres copies en sandwich, elle frotte bien. Et surprise, le correcteur ouvre son tas de copies et vos notes ont disparu. Alors, moi, je suis plus nuancée parce qu'en fait, donc nous, la préparation pour les internes, tous nos profs nous avaient conseillé de prendre des frictions. Et vraiment, c'était le conseil parce que pour que ça se gomme, faut quand même gommer, quoi. Donc, c'est vrai, elle va pas s'effacer juste entre. Donc, Après, voilà, c'est nous, peut-être c'était le amélioré, conseil. Ouais, c'était le peut-être conseil qui nous amélioré. était donné et moi, j'ai tout fait au stylo friction. Ouais, moi aussi. Et On est là. j'avais, alors il y avait la mine 0,5, j'avais pris mine 0,5 pour la note de synthèse parce que du coup ça permettait d'écrire plus petit et de Ah gagner ouais. le nombre de pages. Les Ouais. conseils que vous manquez, là, carrément. J'avais le 0,5 ou le 0,7 et du coup j'avais opté pour le 0,5. Voilà, écoutez, donc le 0,5 est possible, la preuve. Alors, j'ai entendu dire que pour le centre d'examen à Marseille, l'épreuve se déroulait habituellement à Aix-en-Provence. Auriez-vous des informations à ce sujet? Est-ce que Je sais quelqu'un a passé le concours là-bas? Non. C'est pas du tout. Je vous invite, si les centres d'écrit n'ont pas été déjà annoncés sur le site, à vous renseigner auprès du service concours de l'N3S. Posez-leur la question et ils devraient pouvoir vous répondre. Puis après, Oui, peut-être. prévoir plusieurs bics, voilà, pas juste un seul, c'est tout bête, mais une copie, c'est un bic en fait. Ouais, des lignes de On change. écrit Ouais, tellement ouais. que à la fin d'une copie, il y a plus de bics, quoi. Donc, Plusieurs souris aussi. c'est ça, plusieurs, Enfin, plusieurs trucs. voilà, plusieurs exemplaires de tout ce que vous prévoyez d'appeler. Après, peut-être pour la note de synthèse, pensez à prendre des fluos, ça peut vous aider aussi Oui. pour faire une légende pour le. Moi, je sais que je prenais une couleur de fluo différente pour le grand 1, le grand B, le A et le Ouais, pareil. Idem, ouais. Et aussi bien se reposer avant l'épreuve et pas hésiter. Enfin, moi, je sais que dans la semaine, je prenais toujours un créneau de repos et j'avais arrêté de me reposer avant les épreuves. Les dernières semaines, j'en faisais pas. Et avec le recul, je pense que c'était une erreur parce que j'étais arrivée à l'épreuve assez fatiguée. Donc, vraiment, je pense que se garder la plage de repos jusqu'à la fin des révisions, c'est très important. Je pense aussi, pour l'aspect qu'indiquait Alex, de se mettre dans des conditions réelles, ne pas hésiter à aller faire vos épreuves à la bibliothèque, par exemple, enfin hors de chez vous, si en plus vous avez de la famille ou que vous êtes en colocation, etc. Moi, j'ai fréquenté les bibliothèques universitaires ou municipales et c'est pas mal parce que ça fait un lieu neutre et vous avez moins de distractions possibles. Ça vous oblige à vous mettre en condition. Est-ce qu'il y avait d'autres conseils? Non, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On vous donne rendez-vous pour le prochain, donc le 2 juillet. D'ici là, ne lâchez rien et puis continuez à suivre donc les pages LinkedIn, Facebook de la préparation au concours N3S par ses élèves. Voilà, on vous souhaite bon courage et bonne chance et accrochez-vous. Merci à tous et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.